Hugues et Fraternité, j'ai fait peur à Missor la suite. Du coup, je suis avec lui, je vais faire une petite interview de lui. Même si on ne vient pas du même milieu social et qu'on n'a pas forcément la même vision du monde, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Salut Missor. Salut. Du coup, je voulais te poser comme question, d'ailleurs la première que je pose à tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire pour toi la fraternité? Fraternité. C'est quoi la définition commune? Je te dis franchement, tu dois être la 50e personne à qui je pose la question et personne n'a la même réponse. Ouais. Non mais je veux dire dans le dictionnaire, il y a marqué quoi? Si je suis venu te voir toi à la base, c'est parce que c'est ce que tu vis avec ton frère par exemple, avec tes frères. À la base c'est la fraternité, c'est ça, c'est le sentiment qu'il y a entre la famille. Ok. À la base, la fraternité, moi c'est la fraternité universelle que je recherche. Ok. Mais c'est ce que tu partages avec tes frères, ou sinon beaucoup de gens, les nationalistes aussi ont cette notion. Je vois, ouais. Et dans la religion aussi, ça y est pas mal. Ok. En fait, ce que je vis en fait, nous on est en gros une grande fratrie, on est 6 frères et sœurs. Et ce qu'on vit, les sentiments qu'on a et qu'est-ce qui fait qu'on est bien entre nous, pour moi c'est surtout pour des raisons logistiques. Ça veut dire on a grandi dans la même chambre. On n'avait pas de chambre séparée, on était dans une petite chambre où on mettait tous les lits, tous les matelas par terre et on dormait à 6 sur à peu près 3 matelas une personne. Okay. Et cette proximité qui aura duré une vingtaine d'années, parce que de par notre éducation, on n'a pas eu ce désir de s'émanciper très tôt comme certains ados. Et pour des raisons logistiques, en gros, quand t'enfermes 6 personnes dans une pièce pendant des années, soit ça implose, soit les 6 personnes, ça devient des copies conformes. Et quand t'as quelqu'un en face de toi qui est comme toi, t'es bien avec elle. Oui, après je trouve qu'il y a quand même de grandes différences entre tes frères et toi. Ouais, bien sûr. Et j'adore la complémentarité. Ouais. Après, on a chacun nos gènes, notre âge, notre sexe, nos préférences et tout. On a chacun quand même des différences, mais on partage un espèce de paradigme qui fait que on se sent bien quand on est entre nous. Mais pour moi, cette fraternité, du coup, elle a rien de métaphysique ou de... je sais pas trop comment dire, mais c'est très... ça s'explique pour moi par des raisons très logiques. Genre, tu mets des gens ensemble pendant une longue période de temps, tu leur fais vivre les mêmes événements plus ou moins les mêmes émotions, et tu leur donnes la communication, et là ça va créer une espèce de symbiose, une espèce de fraternité. Après moi, cette fraternité, dans l'idée philosophiquement, je lui donne pas de valeur parce que pour moi c'est arbitraire. On n'a pas fait un... Par exemple là aujourd'hui avec internet on peut trouver des gens qui sont philosophiquement comme nous facilement sur une grande distance. Alors que la fraternité avant, ou même aujourd'hui encore, et pour moi ça c'est obsolète, notamment les nationalistes, leur vision de la fraternité, elle est très logistique. Ça veut dire les gens qui se sont retrouvés par hasard sur le même terrain, vont partager une même culture. Et à partir de là, il va se développer une fraternité qui est pour moi très arbitraire et qui n'a rien de philosophique. Parce que après tout, tu prends quelqu'un à l'autre bout du monde qui a une culture totalement différente que moi, on peut estimer qu'on a le même moyen au niveau du cerveau, c'est le même organe. Oui. Après, c'est les cultures qui vont différencier nos cerveaux, nos intelligences et tout. Mais au fond, lui, il pense qu'il a raison. Moi, je pense que j'ai raison. Qui a raison? Tu vois, oui, c'est très arbitraire tout ça. Je suis d'accord avec toi. Après, pour moi, la fraternité, c'est pas forcément qu'avec des gens où tu es d'accord philosophiquement. Ouais. Ça peut être avec des gens où tu es complètement pas d'accord. Par exemple, tu as fait une table ronde avec Teddy Boy, avec Cro-Blanc et tout ça. Pour moi, la fraternité, c'est le partage. Ouais. Tu vois, ta version de la fraternité, je la trouve beaucoup plus logique et moderne que la vision de la fraternité qu'on a communément dans cette société. La tienne est philosophique. La nôtre, aux gens normaux, j'ai l'impression qu'elle est plus animale. Ouais, c'est un peu... Enfin, on est des animaux, tu vois, mais j'ai l'impression qu'elle est plus basée sur nos pulsions primaires, nos intérêts primaires, biologiques. Ok. Du coup, j'allais te poser la deuxième question, mais vu ta description de la fraternité, je suis pas sûr que tu puisses y répondre aux deux autres.
J'allais te poser la fraternité, pourquoi? Pourquoi on chercherait la fraternité? Ouais. Bah justement, moi je suis assez d'accord avec ta version de la fraternité. Je t'ai répondu au début c'est quoi la fraternité par un constat sur comment moi je vis ma fraternité. Mais je suis pas spécialement d'accord avec la manière dont je vis ma fraternité. Je suis assez... on va dire que j'ai pas choisi la fraternité que je suis en train de vivre. Et je préférais qu'elle soit en accord avec mes valeurs. Donc chercher les gens avec qui j'ai envie d'être frère, plutôt que d'être frère avec les gens avec qui je suis frère par défaut. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, pour moi, le village que tu veux créer, et vu la dernière vidéo que j'ai vue, que tu as fait, on est dans la même démarche philosophique, toi et moi. C'est pour aider un peu tout le monde. Et pour moi, ça, c'est un acte fraternel, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai à revenir à ma troisième question. La fraternité, où, quand et comment? Où, quand et comment? En fait, c'est des petites questions que je me pose personnellement et à force de faire des interviews, ça m'aide à affiner ma pensée. Ça veut dire quoi fraternité où, quand, comment? Bah, par exemple, comme je te dis, toi, tu crées ton village, c'est comment, tu vois? Surtout comment, en fait. Comment je vais faire? Ouais, comment tu envisages de... Genre, quelle est la stratégie pour arriver à créer un village? Pour créer un monde fraternel. Un monde fraternel. En fait, la vérité, c'est que le monde, il est déjà fraternel. C'est juste que les gens, ils le savent pas. Pour moi, le monde, il fonctionne selon une unicité. Où, concrètement, si je pouvais résumer comment le monde il marche en une phrase, ce serait on est tous un. On est tous la même entité. Et on a une illusion, les humains, et je sais pas si les animaux l'ont. Je pense que les animaux l'ont aussi. Peut-être pas tous. Peut-être qu'il y en a qui ont une vision du monde... où c'est l'unicité et d'autres où c'est la dualité. Ce que j'appelle la dualité, c'est quand je pense qu'on vit dans l'illusion où il y a un moi et il y a le monde. Pour moi, c'est une illusion parce que concrètement, le moi n'existe pas. Tout ce que je fais, c'est en réaction au monde extérieur. Donc concrètement, je suis juste une partie de cet environnement. Mais on a tendance à croire, à cause de notre ego, que on est moi, et que ça c'est les autres, alors que c'est faux. Genre si on regarde les choses d'un point de vue très scientifique, je suis le monde il est moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, le plus gros ennemi de la fraternité, c'est l'ego. Ouais. J'essaie de lutter contre avec tous les jours, mais c'est pas facile. Mais... Après, bon, la vérité, c'est que l'ego lui-même fait partie de ce monde. Sans l'ego, on n'aurait pas survécu jusque-là. L'ego, c'est un mécanisme de survie. Peut-être même que sans ego, on se serait jamais rendu compte de l'unicité. Peut-être que plus on va à des niveaux de conscience entre guillemets bas, plus on est dans une mentalité dualiste. Chez les animaux peut-être, où ils font que se bouffer entre eux. Enfin, eux, les animaux ils se bouffent entre eux, mais ils l'assument. Nous, on se bouffe entre nous, mais on le regarde même pas, tu vois. On a l'impression qu'on vit dans un état de paix, alors que ce n'est pas le cas. C'est une guerre permanente. Ça, je suis d'accord. Du coup, je pense que la fraternité, elle existe. Ce sera à nous d'ouvrir les yeux dessus, et en ouvrant les yeux sur la fraternité qui existe déjà, bah, on l'intégrerait philosophiquement dans nos paradigmes, et on se comporterait encore plus dans une mentalité fraternelle. Ok. Après, je vais revenir sur un petit point que tu as dit. Tout le monde résume les animaux à qui se bouffent la gueule entre eux. Je suis pas forcément sûr de ça. Les animaux sont quand même une race. Bah, moi, par exemple, j'ai un chien qui est pas avec moi là aujourd'hui, qui est vachement fidèle et qui me suit partout. Les animaux, ça se résume pas à se bouffer la gueule les uns les autres, quoi. Pour moi, les humains se résument à se bouffer la gueule les uns les autres. Ça, peut-être. Donc pour moi, les animaux aussi. Et pour moi, il n'y a aucun mal à se bouffer la gueule, parce que c'est un mécanisme de la vie. Sans ça, il n'y a pas de vie. Il faut juste qu'on regarde le phénomène de... Pour moi, se bouffer entre nous, c'est la guerre. Il faut juste qu'on voit le phénomène de la guerre, pas comme quelque chose de négatif, entre guillemets, mais comme un mécanisme de la vie. Et en fait, peut-être qu'on voit la guerre comme quelque chose d'autant négatif, parce que c'est lié à la mort, et qu'on a peur de la mort. Si on avait moins peur de la mort, si on était capable de penser à la mort et de vivre avec la mort au quotidien, peut-être que on ouvrirait plus les yeux sur comment le monde y marche, et qu'on vivrait moins dans un déni où on croit qu'on est dans la paix et compagnie. Après, moi, je suis pas pour qu'on fasse des guerres entre humains.
moi je suis pour qu'on tende toujours vers la paix entre guillemets. Après, mais je pense que la guerre et l'ego fut utile à l'homme pour sa survie pendant longtemps. Ouais, je suis d'accord. Comme la religion en l'occurrence, mais je pense pas que ce soit encore utile de nos jours, vu qu'on a conquis toute la planète. Après ouais, mais là tu me parles de guerre avec des armes et tout, mais pour moi c'est comme dans la pyramide de Maslow. Une fois qu'on a comblé nos besoins primaires, on va passer à des niveaux de guerre supérieurs. Pour moi, dans quelques années, on va faire des guerres philosophiques. On va opposer différentes philosophies entre elles pour savoir quelle est la bonne philosophie. Ça sera un retour en arrière, puisque ça a été le cas pour les guerres de religion. Je pense pas que c'est un retour en arrière, parce que pour moi, les guerres de religion, elles ont jamais existé en tant que... Pour moi, il n'y a pas eu de guerre de religion, il y a eu des guerres de ressources. Et qu'on a utilisé la religion, on a utilisé la religion pour motiver les troupes. Pour moi, c'est pas possible d'avoir des guerres de religion pure, parce que les religions, elles ont plus ou moins toutes le même message, qui est à peu près, on pourrait retrouver ce message, on est tous un. Ouais, c'est l'unité quoi. Comme si tous les prophètes qui avaient eu des illuminations, c'était juste des gens qui avaient eu l'illumination de comment le monde y marche réellement, qu'on est tous un, et qu'à partir de là, ils ont voulu créer ce paradigme et le transmettre aux gens par des religions. En gros, ils ont écrit une histoire qui se vend bien dans un livre sacré et il s'est vendu et on y a cru. Non, je suis totalement d'accord avec toi sur ce sujet. Du coup, je vais te poser ma 4e question. Vu comme je t'avais dit précédemment, pour moi la fraternité c'est le partage. Quel conseil t'aurais à donner à quelqu'un qui pense n'avoir rien à partager mais qui voudrait partager? C'est la plus bizarre de mes questions. Quelqu'un qui aurait rien à partager. Quelqu'un de dépressif en gros quoi. Ok, donc quelqu'un qui n'aurait rien à partager. Qui pense n'avoir rien à partager. Ouais, c'est ça. Je pense que tout le monde a un truc à partager, mais les gens ils pensent qu'ils n'ont rien à partager. Donc peut-être que la première chose à faire c'est chercher ce qu'il a à partager. Ouvrir les yeux plutôt que de chercher, parce que pour moi tout le monde a un truc à partager, c'est juste qu'ils ont des croyances limitantes par leur paradigme. Donc remettre en question le paradigme, remettre en question leur vision du monde. Pour ça, par exemple, les gens ils ont des croyances. Et la plupart de ces croyances, si on essaye d'aller à la source, pourquoi tu crois ça, eh ben, une fois qu'on a enlevé tous ces arguments que les gens utilisent comme des boucliers pour savoir pourquoi tu crois ça, le truc qui va ressortir c'est parce que j'ai l'impression que c'est bien, que j'ai le sentiment que c'est bien. Et le sentiment c'est juste ça, c'est un sentiment. Tu serais le diable, tu aurais le sentiment que ce que tu fais c'est bien. Oui, après je pense aussi qu'il y a peu d'enculés sur Terre. Ouais, je pense pareil. Donc pour moi il faut déconstruire son paradigme en assumant ton opinion, en regardant c'est quoi l'opinion opposée et en faisant les recherches pour déconstruire ton opinion et croire en l'opinion opposée. À partir de là, tu vas être perdu, tu auras perdu tes croyances et tu vas pouvoir être libre et tu vas pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Ok. Plutôt que de les voir comme tu veux qu'elles soient, comme ton ego veut qu'elles soient. Confronter ses opinions, moi je suis un peu dans cette démarche depuis que j'ai lu Socrate. C'est que je pense pas trouver la solution. Désolé. Je pense pas trouver la solution tout seul. Je pense que la solution se trouve à plusieurs. Ouais. Donc voilà. Bon, du coup, je vais te poser les 2 autres petites questions que j'avais en plus. Tu veux bien nous parler un peu de ta démarche, comment tu es arrivé à vouloir créer un village autonome et comment tu le conçois? Ouais. En fait, moi ça fait... quand j'étais au collège, concrètement, je m'y connaissais pas trop en politique, mais je parlais aux gens de communisme et je disais pourquoi on vit pas selon le modèle communiste, selon le partage et tout, c'est illogique. Quand je regardais la société, je voyais que des choses inutiles, des métiers inutiles, de la paperasse, des trucs qui servent à rien, ouais. Des trucs qui sont pas proches de nos besoins vraiment pour faire une bonne société. Et du coup, depuis, on va dire, tôt dans mon enfance, j'avais une vision d'un monde où chacun cultive sa bouffe et chacun fait un métier en échange des autres services. Chacun rend service à la communauté et juste parce qu'il rend service à la communauté, il profite des autres services sans monnayer tout ça avec
gestion, une organisation qui permet d'ignorer l'argent, quoi. Ouais, c'est tout à fait ma démarche. Et à partir de là, j'avais ce modèle de société dans la tête, mais après, ce monde m'a fait oublier que c'était possible. Et là, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, je me suis rendu compte d'un potentiel technologique qui n'avait pas existé dans le passé. C'était que tu pouvais, un individu du peuple pouvait communiquer avec d'autres individus du peuple. Et ça n'a jamais existé dans l'histoire. Sauf par des moyens très difficiles. Il fallait devenir un écrivain pour pouvoir communiquer avec le peuple. Ouais, là aujourd'hui, tu vois, tu peux t'acheter une caméra à 20 balles sur le bon coin et tu peux communiquer avec le peuple. Et selon la pertinence de ce que tu vas dire, tu auras plus ou moins des gens qui vont vouloir t'écouter. Et donc moi j'ai commencé à me dire, mais en faisant des vidéos sur YouTube, il y a moyen de changer le monde. Il y a moyen d'influencer des gens, de leur proposer une idée, de réfléchir à une stratégie. Et si la stratégie est viable, si la stratégie est efficace, on peut changer le monde. Après, changer le monde, je parle pas de changer le monde de fond en comble, mais je veux dire, si tu as 0,00001% de manœuvre sur le monde, c'est changer le monde. Le changement, c'est à des échelles de milliers, de millions d'années vraiment qu'on le fait vraiment. Donc en gros, je me suis rendu compte que je pouvais participer à l'évolution de la société. Ok. Et je me suis dit, ok, on va créer des villages autonomes. D'accord. Et comment tu le conçois, ton village? Tu peux nous expliquer un peu ta vision du village? La politique du village? Ouais, comment tu conçois ça économiquement? Déjà, premièrement? Pour moi, il y a un impératif. Faire un village autonome, ça servira à rien. À part rendre peut-être meilleure la vie de 250 personnes. Pour moi, il faut changer profondément cette société, notre pays, le monde. Ah oui. Ça sert à rien de faire un village autonome, quoi. Ce serait une manœuvre presque égoïste. Pour moi et les miens, on va juste se couper du monde et voilà. Pour moi, il faut concevoir le village autonome comme un virus qui se répand. Il faut imaginer ça comme un organisme qui veut grandir. Et pour ça, il faut utiliser les armes du capitalisme. Le capitalisme, je le trouve pas fondamentalement mauvais. Je trouve même que c'est une bonne chose, sa manière de fonctionner. Tu donnes à chacun le pouvoir de voter avec son argent sur quel commerce il veut développer dans le monde. Les gens ont décidé de développer le commerce du divertissement et le peuple il devient con. Enfin, le peuple il a toujours misé sur le divertissement, c'est juste qu'il n'existait pas les divertissements assez divertissants comme on a aujourd'hui. Mais je veux dire, en gros, grâce au système monétaire, les gens ils ont un réel pouvoir, c'est vraiment démocratique en fait l'argent. Après l'argent elle a des travers, avec le système de crédit bancaire, les banques elles contrôlent énormément de choses. Mais pour l'instant la vérité c'est que si le peuple voulait, en changeant ses habitudes de consommation, ce qui est très difficile, il pourrait changer la société. C'est pour ça que je trouve soit le changement que tu vas voir dans le monde, c'est très pertinent parce qu'aujourd'hui on a le moyen, en changeant ses habitudes de consommation, de développer des commerces avec lesquels on est d'accord. Donc pour moi le capitalisme il n'est pas fondamentalement mauvais. Et je pense qu'on peut utiliser le fonctionnement du capitalisme pour créer un système de village qui s'expand, qui s'expand, qui s'expand. Je pense qu'on peut faire des villages autonomes façon Ikea, en kit, et qu'on peut chercher à les faire le moins cher possible, et qu'on peut utiliser YouTube ou tous les moyens, tous les réseaux sociaux pour médiatiser nos idées, faire du Apple avec les villages autonomes, faire du iPhone avec des maisons en kit, des jardins en kit. En fait, il faut commercialiser les villages autonomes pour ensuite pouvoir s'émanciper du concept de commerce, ou peut-être même pas s'en émanciper, mais l'adapter pour qu'il soit plus juste. Je suis pas forcément du même avis là-dessus, mais d'ailleurs ça revient à ma deuxième question. Dis-moi, c'est quoi ton avis? Je pense que les Russes ont fait la même erreur en essayant de faire du communisme, en essayant de se battre avec les armes du capitaliste, et ça n'a pas forcément marché. Tu peux pas lutter contre le capitalisme. Ce serait un peu résumé de comparer à
parce que les Russes ont fait du communisme et du capitalisme, ça a donné des goulags. On possède des avantages technologiques qui n'ont jamais existé avant. Et c'est là toute la différence. Aujourd'hui, puis en Russie, avec les températures de la Russie, le climat et tout, aujourd'hui avec la permaculture, on peut générer des quantités énormes de nourriture. Donc aujourd'hui, un village autonome, dans notre contexte, dans notre pays, il serait beaucoup plus efficace en termes de rendement qu'un village autonome en Russie à l'époque. Donc à partir de ces quelques facteurs, ils changent tout. Ouais, c'est possible. Après, comment tu conçois ta politique extérieure par rapport au village? Tu comptes fermer les frontières du village ou qu'ils soient ouverts? Non, je pense que ça doit être le plus ouvert possible. Pour moi, l'idée du village autonome, c'est d'en créer un et que montrer l'exemple en fait, montrer que c'est possible et que plus il y a de gens qui vont venir, au bout d'un moment, ton village il sera trop gros, ça va devenir une ville. Donc il faudra recréer d'autres villages. Ouais. Et créer un moyen, et avoir les moyens financiers de créer d'autres villages. Ouais. Bah, pour moi, il faut Comment tu réagirais si, par exemple, quand à la création de ton village, il y a 10 000 personnes qui débarquent dans ton village? Ouais. Bah, c'est cool. Si ça arrive, c'est bien. Maintenant, il faudra avoir les moyens pour pouvoir être cohérent avec 10 000 personnes qui arrivent. Il va falloir prévoir ça stratégiquement, voir comment on peut gérer autant de main-d'œuvre disponible, parce que finalement, c'est de la main-d'œuvre. Ah oui, c'est ça. C'est des gens qui sont motivés pour mettre la main à la pâte et changer la société. Donc pour moi, bien sûr, il faudra que le village soit le plus ouvert possible. C'est pas du tout l'idée de créer un nouveau pays ou quoi. Pour moi, comment je le conçois, c'est plutôt l'évolution de cette société. C'est pas en opposition avec le capitalisme et tout ça. C'est plus, ok, le capitalisme a fait évoluer la société jusqu'à ce stade technologique. Maintenant, on peut donner le pouvoir au peuple. Maintenant, grâce à Internet, on peut voter les lois démocratiquement. Maintenant, grâce à Internet, le peuple peut s'éduquer pour avoir le niveau intellectuel pour voter les lois et gérer la politique du pays. Après, il faut avoir le temps aussi. Tu vois, moi, je viens d'une famille qui travaille. Ouais. Moi, c'est pas mon cas. Ouais, tout le monde n'a pas le temps, c'est sûr. Mais la société est faite pour t'épuiser tes ressources physiques pour que t'empêches de réfléchir. La société, elle n'est pas faite pour ça. La société, elle est faite juste pour que ça survive, pour que ce modèle survive. Mais grâce au capitalisme, il se trouve des individus qui naissent comme ça, comme moi, qui touchent le RSA, qui peuvent ne pas travailler. Et grâce à ça, qui peuvent s'éduquer, passer le temps que j'aurais travaillé au McDo à retourner des steaks. Je peux le passer à lire, à comprendre comment le monde y marche, à apprendre à faire des vidéos. En gros, le capitalisme, il est une bénédiction pour la naissance de la vraie démocratie. C'est grâce à l'abondance que le capitalisme permet en termes de ressources, il se trouve que maintenant on commence à discuter dans les cercles politiques très sérieux de revenus universels. Ça m'a étonné. J'avoue franchement que ça m'a fortement étonné. C'est pour ça que c'est à partir de ces choses-là que je me rends compte que, en vérité, on vit déjà dans une espèce d'utopie. Le schéma qu'on peut imaginer pour l'avenir, c'est un monde utopique, revenu universel, personne fait des travaux aliénants. Tout le monde peut s'épanouir dans les sciences, l'art, le sport. Dans son domaine de prédilection. Ouais, le domaine qu'il aime. S'il vous plaît, leur invité peut se manger. J'ai rien compris, gars. Mais qu'est-ce que vous mangez? J'ai rien sur moi. Et je suis dans la même situation que toi, mon gars. C'est toujours un SDF qu'on demande des sous. Et du coup, la dernière question que je voulais te poser sur le village, c'est comment... Enfin, je vais la diviser en deux, ce sera plus simple. Comment tu conçois la notion de propriété dans ton village? Je sais pas. L'idée que la propriété c'est une erreur, elle me séduit et j'y vois aussi des limites. Par exemple, imaginons dans un village, il y a un petit enfant, il est passionné d'électronique et il fabrique des choses incroyables. Et puis là, il y a quelqu'un qui en a rien à foutre de l'électronique, qui a juste besoin d'un fer à souder pour réparer une connerie, qui arrive et qui veut son fer à souder, parce que la propriété c'est une erreur. Alors le gamin il lui file son fer à souder, le mec il revient, un fer à souder est cassé, ne marche plus, et pas de fer à souder dans le village.
Alors qu'il y a le gamin passionné d'électronique qui en a réellement besoin. Pour lui, c'est important cet objet. Et pour les autres, ils s'en battent les couilles. Dans ce cas-là, je vois la propriété comme quelque chose de plutôt positif. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je vois plus, par exemple, pour continuer sur ton exemple, je vois que si on a besoin de plusieurs fers à souder, il faut avoir plusieurs fers à souder pour que... Ouais, mais après, là, c'est une situation qui... Enfin, je veux dire, peut-être que c'est juste pas possible d'avoir plusieurs fers à souder. Peut-être que... Si c'est pas possible, à moins que le gars, des accidents, ça arrive. Ouais. Mais pour moi, pour éliminer la propriété, il faut vraiment inclure cette notion de fraternité, où si je t'emprunte quelque chose, j'y fais attention. Mais peut-être que tu peux juste pas faire attention. Et puis là, ça veut dire, en gros, pour arriver à ce stade, pour créer cette politique où la propriété n'existe pas, il faudra déjà arriver à un stade d'éducation du peuple sur cette politique, sur cette notion-là. Il faudra déjà modeler leur comportement. Ça veut dire là, si aujourd'hui, ici, on appliquait du jour au lendemain, la propriété n'existe plus, ça marcherait difficilement. Je pense qu'il y aurait une période de chaos, mais ça marcherait. Je pense que, comme je dit, le partage et le partage, et c'est quelque chose de naturel. Et que la société italienne... Pour moi, le partage est naturel. Pour moi, le partage il est naturel seulement quand il y a de l'abondance. Pour moi, dans la nature, telle que je l'observe, ça partage pas quand les abondances, les ressources elles sont rares. Ça, je suis d'accord. Et quand les ressources elles sont présentes, genre un buffle qui broute son herbe, si on est en zone aride, il va buter le phacochère qui essaye de brouter l'herbe. Si on est dans un champ où il y a de l'herbe partout, le buffle et le phacochère ils vont partager le terrain. Je suis d'accord. Pour moi, le partage il vient quand il y a une abondance. En tout cas dans le monde vraiment sauvage. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, on vit dans une société, on vit à une époque où on peut vivre en abondance, peut-être pas en abondance, mais chacun peut subvenir à ses besoins largement. Ouais. Donc je pense que si tout le monde a ce qu'il a besoin, le partage se fera tout naturellement. Ouais, je pense qu'on est à une époque d'abondance et que c'est possible de partager. Ouais. Ok, bah, la dernière on vient d'en parler, mais c'était juste demander comment tu concevais la notion de partage à l'intérieur de fraternité en l'occurrence. Du coup, à l'intérieur du village, ouais. Bah pour moi, chacun pourrait faire le métier qu'il aime. Avec une bonne gestion, j'ai l'impression que chacun pourrait travailler 1 à 2 heures par jour. Juste 1 à 2 heures par jour. Et avec une bonne organisation, je pense que... Parce que regarde ici, il y a combien de gens qui bossent pas. Et les gens qui bossent, ils bossent 10 heures par jour, et ceux qui bossent pas, ils bossent pas. Genre imaginons, on mettait un peu d'égalité dans tout ça. On réduirait à fond le nombre d'heures. Et puis si on regarde dans certains pays, par exemple, il me semble qu'au Japon, ils travaillent énormément, mais si je me trompe pas, ils sont moins efficaces que dans d'autres pays où ils travaillent moins. Donc tu vois, on peut réduire, on peut réduire, on peut réduire. Et puis le nombre de travaux qui sont vraiment inutiles, de gens qui font juste des photocopies parce que le boss est sadique. Non mais je veux dire, il y a énormément de choses vraiment qui sont... On sait pas trop pourquoi on les fait. Parce que je pense que certaines personnes décident de ce qui est utile, alors qu'on devrait tous se concerter à qu'est-ce qui est utile à produire ou à pas produire. Ouais, et puis aussi la société de consommation, elle nous fait dépenser des ressources énormes pour produire plus de nourriture, mais on n'a pas besoin de manger autant. Avec par exemple le jeûne intermittent, ça consiste à manger 1 seule fois par jour. Avec ton système digestif qui est au repos pour 16 heures, ton système digestif il devient plus performant à choper les nutriments de la nourriture et tu peux manger moins. Donc on a fait des expériences sur des rats où on a diminué de 30% leur rapport calorique et ils ont vécu 30% plus longtemps. Ça veut dire là, il y a quand même pas mal de fausses croyances dans cette société où on mange trop. Après, je sais pas que depuis combien de temps tu fais du jeûne intermittent. Moi, ça fait 20 ans. Que tu fais du jeûne intermittent? Moi, je mange qu'une fois par jour depuis 20 ans. Ouais. Et j'ai jamais réfléchi à si je mangeais moins que les autres ou pas. Ouais. Mais je pense que niveau alimentation, c'est surtout le sucre et le sel le problème. Ouais, après le sel, je pense pas, mais le sucre, ouais, je pense. Le sel, en fait, dans tous les aliments que tu achètes, ça contient du sel. Caché, ouais. Tu vois, pour que c'est un meilleur goût. Ouais. Après le sel,
pour moi, on le trouve dans l'eau de mer et il a des minéraux, des trucs comme ça, donc peut-être que c'est le sel industriel raffiné qui est mauvais, mais peut-être que le sel de mer ou le sel de l'Himalaya, le sel rose. En fait, tout est question de quantité pour moi. Ouais. Pour moi, que ce soit le sucre, moi je suis un gros consommateur de sucre, j'ai du mal à m'en passer, c'est vraiment ma première drogue. Ouais. Je pense que un peu de sucre ça fait pas de mal, un peu de sel ça fait pas de mal, mais à une quantité trop énorme, ça bousille. Intéressant, hein. Bon ben voilà, je crois qu'on a fini. J'ai bien répondu à la dernière question. Comme je dis à tout le monde. J'ai un peu survolé la dernière question, non? Ouais, mais tu peux continuer à répondre si tu veux, j'ai tout mon temps. C'était quoi déjà? Je te dis comment tu conciliais la notion de fraternité et de partage à l'intérieur du village. Ok, donc du coup avec une bonne organisation, chacun peut travailler 1 à 2 heures vraiment. Et juste parce que tu fournis ton service à la société, pour moi tu peux assumer que... Genre on va dire t'es un écrivain, t'es dans son appart, t'écris un bouquin pour la société, tu fournis un service à la société, pour moi c'est normal que tu descendes de chez toi et t'assumes que c'est normal, ton sèche-cheveux il est cassé, tu l'emmènes au réparateur, tu le laisses et tu reviens le chercher quand il est réparé sans qu'il y ait question d'argent. Tu vas à la boulangerie, tu demandes ton pain et on te le donne juste parce que chacun fait sa part de boulot et que... Ah, je suis d'accord avec toi, mais après je pense que obligatoirement, il y aura des tâches que des gens ne peuvent pas prendre plaisir à faire. Par exemple, s'occuper des poubelles. Ouais, c'est possible. Tu vois. Après, moi, je suis quelqu'un qui travaille jamais, mais je fais du bénévolat souvent. Et ça me dérange pas de faire un travail que j'estime dégradant, mais que j'estime utile. Ouais. Tu vois. Je pense que tout le monde aura quelques heures de corvée. On l'estime dégradant. Pas à cause, enfin, c'est pas prendre les poubelles et les fermer et les foutre dans un camion qui est dégradant. C'est pas forcément le beau mot que j'avais choisi. Ouais, ok. Bon, en tout cas, c'est comment on le voit dans cette société, parce que pour moi, ouvrir un ventre avec un scalpel, ça peut être aussi dégradant dans l'idée que ramasser une poubelle. C'est juste que c'est payé différemment, et du coup, on a construit des valeurs différentes. Mais en soi, je pense pas qu'il y a des travaux qui sont dégradants. À partir du moment où ces travaux ils contribuent à la survie de l'espèce, je vois pas en quoi ça peut être dégradant si on enlève tout jugement de valeur. Oui, après, comme je dis, c'est pas forcément dégradant. Ouais. Mais par exemple, tu vois, moi je suis un peu une chochotte. Tout ce qui est poubelle, tout ce qui est recyclage des déchets humains, tu vois, la merde et tout ça, j'aurais du mal. Mais s'il faut le faire, je le ferai, tu vois. Ouais, bien sûr, mais après, là, ça c'est uniquement une construction dans ta tête qui fait que tu es dégoûté par ces choses-là. C'est pas la tâche en elle-même, c'est ta perception de la tâche. Donc pour moi, dans ce genre de village autonome, il y aurait un enseignement philosophique que je pense que tu fais, qui serait tel qu'on verrait les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'on nous a appris dans cette société. Ça veut dire, je vois pas dans une société où l'éducation philosophique elle est vraiment avec de la méditation et je pense beaucoup de choses que tu fais déjà, je vois pas comment on arrivera à vraiment des conflits de gens qui veulent pas faire certaines tâches. De gens qui... Enfin... Moi, pour faire quelque chose, il faut que je trouve que ce soit utile pour l'intérêt commun. Ouais. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est l'intérêt commun, quoi. Ouais. Ah, je suis d'accord. Bon. Bah, merci, Michor, pour cette petite vidéo, pour ce moment de fraternité. Merci, toi aussi. Salut tout le monde.